Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, vous écoutez l'épisode 42 du podcast Les Petits Plus Zen. On va parler aujourd'hui des caprices. Mon intention aujourd'hui avec ce thème des caprices, c'est de vous emmener vers le chemin qu'un caprice n'existe pas en réalité. Alors tout de suite, j'attaque dans le vif du sujet, ça pique de se dire « Ah bon, mais si les caprices ça existe, mon enfant fait des caprices, mon enfant fait des crises, mon enfant n'écoute pas, mon enfant n'obéit pas ». Et ce terme de caprice, on l'entend beaucoup autour de nous, on l'entend à titre personnel, peut-être dans notre propre famille, on l'entend aussi dans la rue, on entend aussi les avis de chacun sur cet enfant. Attention, si tu le laisses faire, il fera des caprices tout le temps, il aura toujours ce comportement, cette attitude. Et c'est quelque chose que j'entendais régulièrement aussi à l'école quand je m'entretenais avec les parents. Donc cette notion de caprice, j'aimerais qu'on la redéfinisse ensemble comme finalement la distance entre ce qu'on attendait comme comportement de notre enfant ou de notre élève et la pensée ou l'émotion qui a été déclenchée par ce qu'on voit, ce qu'on constate vraiment là à l'instant présent. Quand l'enfant pose cette action ou pose cet acte, il déclenche chez nous une pensée, une émotion, donc une flamme dans notre cheminée, et cette flamme est loin de ce qu'on pensait comme comportement, est loin de ce qu'on attendait comme comportement, et c'est la distance entre les deux qui pourrait nous laisser penser que c'était un caprice. Notre enfant, il fait comme il peut, il manifeste un peu son émotion comme il peut, il agit en fonction de son expérience, de sa maturité, de son développement, mais c'est quand moi je nomme ça un caprice, finalement c'est pas du tout l'émotion de l'enfant. À ce moment-là, il ne se rend pas compte que son comportement n'est pas forcément celui qu'on attendait. Alors avec la répétition et l'expérience, il va se rendre compte de notre émotion et de notre changement d'attitude, mais de manière initiale, quand il agit, quand il fait en fonction de ses moyens du jour, en fonction de son expérience du jour et de sa fatigue du jour. Donc il agit tranquillement, et nous, quand on le voit agir, quand on l'observe, quand on l'entend, quand on l'écoute produire cette action ou produire cette phrase ou cet énoncé ou poser cet acte, ça crée chez nous une certaine émotion plutôt désagréable, sinon on n'en viendrait pas à la qualifier de caprice, cet acte ou cette action. Et quand moi je me dis que c'est un caprice, finalement je suis dans mon ressenti de cheminée, je suis à ce moment plutôt triste ou plutôt agacé ou plutôt en colère, ou parfois son action me crée une flamme de peur. Donc j'ai envie, au moment où vous pensez que c'est un caprice, que vous alliez dans votre cheminée et que vous vous demandiez comment vous vous sentez. À ce moment-là, quelle est l'émotion, quelle est votre flamme? Donc c'est ce qu'on fait dans le travail du scan de la cheminée des émotions, dont vous m'entendez parler régulièrement. Donc là, prenez un instant, rappelez-vous d'une situation où vous avez eu envie de qualifier l'action de votre enfant comme un caprice, et dites-vous à ce moment-là, quelle était ma flamme? Comment je me sentais? Je vois bien que le déclencheur, ça a été l'action de mon enfant, que l'étincelle, la pensée qui a été liée à cette action, c'était peut-être « il n'aurait pas dû » ou « c'est pas normal que » ou « je lui avais déjà dit que ». Donc ça, c'est la pensée qui va autour de cette action. Donc c'est peut-être cette pensée qui a emmené la flamme jusqu'à notre cheminée. Et quand on a passé ces deux étapes-là, l'étape d'après, c'est de se dire « pourquoi cette flamme est née chez moi ?
quel était le besoin à ce moment-là de voir mon enfant autrement qu'il n'est en réalité. Quel était le besoin que moi j'avais envie de nourrir au moment où mon enfant a posé cette action. Quelle pensée m'a amené à dire que c'est un caprice? En fonction de quelle grille de lecture je me suis aventurée sur le chemin de requalifier son action en caprice. Donc c'est sans doute une habitude à prendre de voir par quel cheminement on a étiqueté l'action de l'enfant comme caprice. C'est peut-être pas accessible tout de suite parce que c'est pas une formulation et un outil qu'on a l'habitude de pratiquer, mais je peux vous assurer avec les clientes que je suis et les mamans que je suis qu'avec la pratique, on va beaucoup plus vite vers l'arc-en-ciel de besoin, vers la rayure concernée, vers le besoin qui clignotait. Quand on fait ce scan de cheminée, on balance du scan de l'arc-en-ciel des besoins au scan de notre flamme de cheminée des émotions. Donc si cette question est encore un peu difficile pour vous, c'est tout à fait normal. Ce que j'aimerais vous inviter à penser, c'est de vous dire que le mot caprice n'est pas arrivé par hasard. Le mot caprice est arrivé parce que notre émotion a été désagréable et qu'on a requalifié le déclencheur, à savoir l'action de l'enfant, comme non conforme à notre attente, comme non conforme à ce qu'on attendait de son comportement. Et c'est ça qui nous a emmenés vers la notion de caprice. Pour aller un tout petit peu plus loin, je pourrais aller vers est-ce que moi, je trouve que c'est un caprice réellement, ou est-ce que c'est un caprice aux yeux de la société? Est-ce que c'est un caprice aux yeux de mes parents? Imaginons que ça se passe pendant une réunion de famille, ça complique. On parlait dans l'épisode 40 du regard des autres. C'est évidemment compliqué quand le comportement se passe dans un lieu où il y a d'autres témoins. Est-ce que ce serait un caprice du point de vue des attentes de l'école? Est-ce que ce serait un caprice du point de vue du médecin qui suit cet enfant? Donc, qui aurait intérêt à poser ce mot de caprice selon vous? Par rapport à quoi ça vous paraît être un caprice en réalité? Voilà déjà des petites questions d'introspection sur la notion de caprice quand l'enfant a un comportement qui ne répond pas à notre attente initiale. Ensuite, quand on a vu un petit peu les mécanismes qui nous font prendre du recul, monter en haut du phare, prendre un petit peu de distance avec cette rapidité de pensée qui nous fait dire « ce qu'il a fait là, c'est un caprice. Ce qu'il a fait là, ça ne convient pas à ce que je lui ai enseigné, ce que je lui ai répété, ce que j'ai déjà transmis par le passé. » Il y a aussi cette notion de continuité, de croire que parce qu'on a déjà installé une règle, une limite, une habitude, un rituel ou une explication verbale, ça va être continu, ça va être définitif, il va y avoir une continuité, une sorte de persévérance comme si c'était de l'acquis. Et pour ce point-là précisément, je vous invite soit à re-questionner la manière de poser les règles et les limites qu'on a vu dans l'épisode 22, soit à considérer l'enfant sous le terme de processus continuel de croissance qu'on a vu avec l'épisode 37. Pour aller sur cette question du regard sur l'action en elle-même, si je me mets dans les yeux de l'enfant ou dans le geste de l'enfant à ce moment-là, il nous serait plus accessible pour comprendre de se dire « mon enfant, quand il a fait ce geste, quand il a dit cette phrase, je l'ai ressenti comme provocation, je l'ai ressenti comme une sorte d'attaque à mon cadre établi, à mes règles, à mon fonctionnement, à mes attentes. Est-ce que je peux maintenant me mettre à la place de l'enfant et de me dire, quand il a posé cette action, quel était le besoin qu'il a nourri? Il l'a fait en conscience de quel objectif? Quelle envie? Alors, c'est pas complètement conscient, parce qu'il n'est pas encore en pleine maîtrise de l'éventail de stratégies, donc de cet outil dont je vous parle. Il n'a pas encore la mesure de l'ampleur de tous les moyens à sa disposition pour nourrir un seul besoin. Néanmoins, quand il a posé cette action, est-ce qu'il voulait attirer notre attention? Donc est-ce qu'il avait un besoin de relation à ce moment-là? Ou est-ce qu'il voulait explorer plus loin? Et dans ce cas-là, il est dans sa rayure verte d'autonomie. Est-ce que son besoin, quand il a posé ce geste, c'était de vérifier l'effet de conséquence par rapport à une cause? Auquel cas il serait en train de construire sa compréhension du monde, plutôt dans la rayure de sens, dans la rayure bleue. Donc quand on se met à la place de l'enfant au moment où il a posé son geste,
déjà ça nous fait un autre prisme de regard, une autre paire de lunettes pour comprendre son geste qui n'apaise pas directement notre flamme de cheminée, mais qui aère, qui met un peu d'air dans cette flamme en disant si je me mets du point de vue de l'enfant, je comprends que son acte initial, c'était peut-être d'explorer, de comprendre, de chercher l'attention de quelqu'un, de chercher une écoute, ou alors de se détendre. C'était peut-être maladroit, mais il voulait se détendre au moment où il a fait ça. Et moi, je le prends mal parce que j'ai une autre vision de la chose. Donc, revenir au besoin initial de l'enfant au moment où il a posé ce geste, au moment où il a posé cette action, que nous, on a envie de qualifier comme caprice. Par exemple, s'il réclame constamment la même chose, s'il répète, s'il trépigne, s'il redemande, à ce moment-là, est-ce qu'il a besoin d'attention ou de calme ou d'écoute ou de résultat? S'il tape quelqu'un, est-ce que c'est un appel à être regardé, câliné, à faire une sortie, à se ressourcer? Donc, en fonction de ce qu'on connaît de l'enfant, si c'est notre enfant ou si c'est un élève qu'on a déjà depuis plusieurs semaines, on va affiner notre observation pour comprendre du haut du phare quelle intention il avait dans cette action, quel besoin ça aurait pu nourrir avec sa façon toute maladroite de croissance et d'évolution. Sa maturité, elle n'est pas encore au taquet pour faire toujours les bons choix, et de se dire, bon, alors il a fait ce choix-là dans son éventail de stratégies, il avait comme intention de nourrir ce besoin-là, c'était peut-être maladroit, et les conséquences que ça a dans ma vie d'adulte sont désagréables. Ce que je vois de lui, ce que je vois de son action, c'est désagréable pour moi. Mais à l'origine, son intention, c'était pas d'être désagréable pour nous. C'est la traduction un peu raccourcie, c'est la pensée un peu raccourcie qu'on a mis nous sur son action. Donc on va essayer de dissocier les deux arcs-en-ciel, de rendre étanches au maximum les deux cheminées, pour se mettre du point de vue de l'adulte. Il a une flamme, certes, qui a été déclenchée par l'action de l'enfant, mais l'enfant, à cet instant-là, avait aussi une intention, une émotion et un besoin à nourrir. Pareil, cette pratique-là, de rendre étanche l'arc-en-ciel des besoins de l'enfant avec celui du parent et de rendre la cheminée des émotions du parent étanche avec la cheminée de l'enfant, c'est un processus qui va s'installer. C'est un processus dans lequel j'ai à cœur de vous accompagner. Vous pouvez déjà m'envoyer un petit message sur Instagram. Les portes du parcours vont s'ouvrir très bientôt. Vous aurez les modules du parcours et le contenu de ce parcours en ligne. Abonnez-vous sur Instagram si vous voulez plus d'informations. Mais cette étanchéité, elle n'est pas naturelle. Cette étanchéité, c'est comme de la communication, ça se pratique, ça se muscle. C'est pas la première fois qu'on arrivera à se dire « Ah oui, je comprends que c'est pas un caprice en fait ». Mais avec la répétition, avec beaucoup d'observation de sa manière d'agir, de son éventail des stratégies, de son arc-en-ciel des besoins et de sa cheminée des émotions, on arrivera à avoir un regard sur l'enfant différent, de le considérer différemment et d'être moins atteint dans notre propre cheminée. Et puis en parallèle, évidemment, je vous rappelle que mieux nos besoins sont nourris sur notre arc-en-ciel d'adulte et plus légères, on va dire, sont nos flammes désagréables. Mieux nos besoins sont nourris en amont des crises, des colères, et mieux on réagira avec légèreté, détachement et souplesse. Donc ça rappelle plusieurs épisodes, notamment l'épisode 38, où apaiser la colère de l'enfant, ça commence par soi, ça commence par sa propre cheminée. J'arrête de faire des citations entre épisodes parce que je vais vous perdre, je suis désolée. Des fois, je vous renvoie pour, si vous ne les écoutez pas dans l'ordre, à celui qui concernait aussi ça. Donc si vous écoutez pour la première fois un épisode des Petits Plus Zen, bienvenue, vous êtes sur l'épisode déjà 42 et il y a pas mal d'outils qui ont été détaillés avant, je vous laisserai visiter et explorer à votre guise. En tout cas, ravie de vous compter parmi mes auditeurs, bienvenue. Ce regard qu'on va poser sur l'enfant, donc dans ses besoins, dans son éventail de stratégies, dans sa cheminée des émotions, elle se construit avec le temps, elle se construit avec une volonté en fait de progresser chaque jour pour les 20 prochaines années. On va voir ça sur plusieurs mois. Mais ce premier pas aujourd'hui, c'est d'observer son action et de couper en fait la pensée raccourcie qui vous vient en disant c'est un caprice. Pour couper cette pensée raccourcie, on monte en haut du phare,
on se dit « Mon émotion, c'est ça. Ma flamme, c'est ça. Elle a été déclenchée par cette action. La pensée qui s'est intercalée, qui a envoyé l'étincelle dans mon foyer, c'est telle pensée. Cette pensée, elle vient de loin, elle vient de mon éducation, elle vient de la société, elle vient d'une habitude, elle vient d'une volonté d'avancer plus vite. Certes, elle est légitime. La flamme est légitime, la pensée est légitime et l'action de votre enfant est légitime. Mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations maintenant qu'on comprend le besoin de l'enfant et qu'on comprend notre flamme? Ça va être intéressant de reformuler et de déconstruire ensemble, donc de nous à nous et aussi avec l'enfant, quel est l'enchaînement de petites actions qui a conduit à la notion de caprice. Quelle est l'action dans son geste réel, donc filmable, et dans mon émotion intérieure qui pour le coup n'est pas filmable, qu'on est obligé d'introspecter nous-mêmes, personne ne le fera pour nous, et qui va nous permettre de couper ce fil raccourci, ce fil de pensée qu'on va nommer spontanément caprice, par habitude, par imprégnation de la société ou par éducation. Ce cerveau immature de l'enfant, je vous en parle par certains détours et on le verra vraiment quand on fera l'épisode sur comment un enfant apprend. Mais j'avais envie de dire que l'immaturité de l'enfant l'empêche réellement de mettre une intention mauvaise ou une intention malsaine à ses actes. La phrase qui sert de titre à un des livres « Il me cherche », moi me met mal à l'aise. Je pense qu'elle a été construite pour attirer l'attention et qu'ensuite elle déconstruit dans son livre évidemment tout ce phrasé en fait, cette façon de prononcer les mots « il me cherche ». Mais dans certains ouvrages notamment de Catherine Guéguen, on voit que la maturité du cerveau, au début on peut presque la considérer comme un handicap. Il n'a pas accès à toutes les informations qu'on a construites nous en tant qu'adultes et en tant que parents pendant des années. Pour lui, les connexions, elles sont en train de se faire. C'est comme une magnifique base de données avec des trous. Et entre les fichiers, il y a parfois les connexions qui se font et parfois non. Et on est parfois assez exigeants, nous, en tant que parents ou même en tant qu'enseignants, d'attendre des enfants une parfaite synchronicité entre nos attentes, nos demandes, nos consignes et leurs actions, alors que les connexions ne sont pas encore assez rapides entre ce qu'ils ont observé une fois, qu'ils ont vécu une fois et qui n'a pas été ancré et répété. Donc on verra ça sur l'épisode de l'apprentissage. Mais dans nos attentes, on oublie ce volet parfois maturité intellectuelle ou maturité émotionnelle du petit. Si votre enfant à 2 ans avait toutes les capacités d'un adulte de 30 ans, bien sûr la vie serait plus facile. Mais quand on voit notre petit bout de 2 ans en classe, à la maison ou au parc, il n'a pas les accès directs à toutes ces données. Il n'a pas les accès directs à toutes les connexions entre ce qu'il a une fois observé dans sa vie, ce qu'on lui a répété une fois ou deux, ce qu'il a vécu dans son propre corps, ce qu'il a lu dans une histoire, ce qu'il a vu dans un bout de dessin animé, ce que son papy lui a dit. L'interconnexion entre ces informations-là n'est pas encore stable, n'est pas encore rapide. Elle est en construction, elle est en maturation. Et quand on lui demande d'avoir le comportement adapté, quand on lui demande de répondre à nos attentes, on présuppose une capacité qu'il n'a pas encore. On attend de lui quelque chose qui est hors de sa portée. Alors quand on est en dehors d'un moment de crise, c'est facile à comprendre intellectuellement. Et je pense que si, quand vous écoutez cet épisode, vous êtes dans un moment plutôt calme, peut-être en train de faire du vélo, en train de prendre du temps pour vous promener dans la nature, cette notion, elle vous paraît presque évidente. Et du coup, je m'en excuse si j'enfonce une porte ouverte. Quand on réfléchit à un enfant de 2 ans, on se dit, évidemment, à 2 ans, il ne sait pas tout faire, il ne va pas tirer à l'arc, il ne va pas faire un marathon, il ne va pas faire une présentation sur Canva. Et quelque part, on le sait. Mais on oublie de quoi il est capable, à quelle tranche d'âge, et on oublie parfois que dans le feu de l'action, avec notre vision du timing de la journée, avec notre vision de tout ce qui est à cocher dans un temps record parce qu'on a envie d'être performant,
Et du coup, nous, c'est notre rayure d'autonomie qui parle, c'est notre envie de résultat, c'est notre envie de croissance qui parle. Elle est légitime aussi. Sauf qu'on n'a pas la même échelle de temporalité avec eux et on n'a pas la même échelle de compréhension du monde qu'eux. Donc, en balayant cet arc-en-ciel rapidement, ils comprennent le monde différemment sur leur rayure bleue, ils ont une version de leur capacité différente sur leur rayure jaune, et ils ont une façon de découvrir le monde et d'explorer différente de la nôtre sur leur rayure verte. Et quand on regarde ça dans un moment calme, on se dit, bah oui, évidemment, c'est évident tout ça. Et ça veut dire que le déclencheur qui balance la flamme dans notre cheminée, elle s'enflamme tellement vite, cette crispation, cette colère, cette frustration, cette peur, cette tristesse, qu'on court-circuite cette notion évidente de l'enfant n'est pas encore capable de maturer à ce point qu'il se dise « Ah oui, le comportement que je suis en train de faire n'est pas du tout celui que mes parents attendaient. » C'est pas possible pour lui de se dire « Qu'est-ce qu'attend mon parent précisément ?» Alors après, on verra les moyens pour installer tout ça. Mais dans cette première partie, j'avais envie de vous guider vers pourquoi, avant de partir dans le comment. Donc pourquoi on a l'impression que c'est un caprice ? C'est parce que notre grille d'observation de l'enfant est faussée par notre flamme d'émotion. Notre grille d'observation de l'enfant, à ce moment-là, est parasitée par les besoins qui clignotent sur notre propre arc-en-ciel. Quand on veut aller vite, être performant, cocher les cases, avancer et tout bien faire, on oublie qu'il n'est pas là pour résoudre nos besoins. Il est là pour vivre sa vie. Donc il n'est pas là pour nous déranger, pour nous perturber. Il fait sa petite vie dans son coin, il fait ses expériences dans son coin. Mais comme nous, on a envie d'avancer, d'être efficace et que ça se passe bien dans l'absolu, pas heure par heure, mais dans l'absolu, dans notre journée, on aimerait éviter les couacs. Ce petit couac de l'action de l'enfant nous paraît, nous, dérangeant et on aurait tendance à la requalifier de caprice. J'espère que je suis ni trop simpliste, ni trop complexe dans mon explication. Si vous avez envie de réagir à ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ou sur Instagram, ou sur Facebook, pour me dire à quel point ça vous paraît évident, ou au contraire ça vous paraît complexe, parce que suivant votre niveau d'observation de l'enfant, ou vos lectures, ou vos podcasts, ou tout ce que vous avez déjà comme information, ça peut vous paraître très évident, ou très compliqué. N'hésitez pas à me dire si mon niveau de verbalisation et d'explicitation est trop haut ou trop bas. Je serais ravie de lire vos réactions. Concernant ce comportement de l'enfant, l'observation de ses habitudes va nous aider, va nous permettre de prendre du recul et d'être moins enflammé dans notre émotion, de dissocier une fois de plus ces deux cheminées. On en parle beaucoup dans l'épisode 38 si vous voulez réécouter ce passage-là, de mettre une cloison un peu étanche entre les deux cheminées, les émotions. Et puis sur la maturation du cerveau, cette notion que l'enfant n'est pas là pour nous nuire ou pour nous provoquer, qu'il essaye, il fait ses propres choix, il essaye des stratégies, il teste, il développe, comme un scientifique aurait plusieurs éprouvettes pour tester plusieurs réactifs, notre enfant fait ses expériences. Et le timing n'est pas toujours bien choisi pour nous, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas cette attente de comportement, cette vision de comportement. Ça tombe au mauvais moment, comme la colère de Siana à Auchan dont je vous parlais dans l'épisode du regard des autres. Sur les premiers moyens à mettre en place, la première conséquence de cette notion de caprice, c'est d'être au clair sur ce qu'on attend réellement d'un comportement de cet âge-là. Dans l'épisode 12, on parlait de verbaliser, de donner précisément les termes, les attentes, les comportements, les attendus qu'on souhaiterait dans cette situation-là. Par exemple, quand vous allez pour la première fois dans une bibliothèque, vous allez pouvoir expliquer à votre enfant que dans cet endroit, on pose ses pieds, on marche doucement, parle à voix basse pour ne déranger personne. On remet les livres à leur place. Donc faire une sorte de cérémonie, mettre en place explicitement les attendus du comportement dans ce lieu ou avec cet objet,
Quand vous sortez la première fois le vélo, c'est la même chose. Vous allez faire une petite cérémonie de présentation pour expliquer les utilisations, les limites, les dangers peut-être, ça dépend de l'objet ou du lieu. Quand on est très clair sur ce qu'on attend d'un enfant, il a au moins la charte, il a au moins la référence. Et dans ce cas-là, si avec plusieurs essais, plusieurs expériences, il continue de faire un comportement que vous lui avez spécifié comme inapproprié, là, vous pourrez aller vers une autre formulation en disant « ça, tu as compris, tu as écouté ». Ça veut dire que si tu continues à le faire, on ne va pas être d'accord. La grille sera différente si vous avez vraiment présenté la règle, la limite et les conditions d'utilisation. Ce sera l'épisode où on parlera des bêtises et des punitions. Donc il arrive très prochainement, il est écrit. Aujourd'hui, on essaye de changer de regard sur la notion de caprice, mais ensuite on pourra explorer la notion de bêtise et de punition. Quand il a un comportement inattendu, il n'avait peut-être pas conscience de tous les éléments qui pour vous paraissent évidents, qui pour vous n'ont pas besoin d'être à expliciter, à verbaliser. Donc le premier moyen pour désactiver la fonction caprice de notre vision de l'enfant, c'est d'être au clair sur ce qu'on attend, que nos limites soient explicites, complètes, cohérentes. Les limites, on en parle dans l'épisode 22, et dans l'épisode 22, je vous renvoie à l'épisode 11 de cohérence. Ce que vous attendez de votre enfant ou de votre élève doit être très clair pour vous. C'est pas limitatif dans le sens il n'y a qu'une seule voie, tu dois faire ça. C'est plutôt protecteur et sécuritaire en disant voici les conditions d'utilisation de cet espace, de cet objet. Maintenant, tu peux l'utiliser ou tu peux l'explorer en tenant compte de ces premières informations. Et c'est très sécurisant de savoir dans quelle mesure il peut le faire ou non. Il a déjà eu une notion de l'information. Donc vous mettez en complément la maturité qui va avoir besoin de répétition et de voir à quel point vous tenez à cette règle ou non, de la stabilité de cette règle dont je vous parle aussi dans l'épisode 22. Ensuite, quand on a donné toutes ces infos, quand on l'a aidé à réajuster un petit peu sa première expérimentation ou son attitude, il va adapter ses gestes et ses mots pour quelque part aller vers notre attendu, aller vers ce qui nous paraît être le plus conforme parce que notre enfant, dans l'épisode 6, il a très envie de faire comme nous, il a très envie de grandir. On est une sorte de rôle modèle et d'identification à laquelle il va pouvoir se sécuriser aussi. Donc en tant que rôle modèle, en tant que puissance du modèle et de support à ses neurones miroirs, plus il va nous observer et voir que nous-mêmes, on respecte les informations, les règles et les limites, plus il aura envie de le faire aussi. Donc ce qu'on qualifie parfois en caprice, on peut se demander si nous, on n'a pas des comportements parfois aussi un petit peu divergents, un petit peu dérangeants, qui pourraient, aux yeux de certains, passer pour des caprices. Est-ce qu'il nous est déjà arrivé en pleine réunion d'exploser, de trépigner en disant mais ça va pas, c'est pas juste. Les autres, avec leur grille de lecture, pourraient très bien considérer que c'est un caprice parce que ça n'allait pas avec les attendus qu'on allait de la situation ou la charte plus ou moins explicite de comportement et tout ça. Donc tout ça c'est très relatif en fait, la notion de caprice, la notion d'attendu, la notion d'attente, d'intention, tout ça est très subjectif par rapport à ce qu'on croit dans la façon dans laquelle on a été élevé et éduqué. Et puis autour de nous, les référents qu'on a au quotidien. Si les personnes dans notre entourage parlent de caprice toute la journée, on va avoir plus de mal à désactiver la fonction « c'est un caprice ». Si vous êtes entouré de personnes dans la bienveillance, dans l'éducation différente, positive, j'aime pas forcément ces étiquettes, mais si vous êtes entouré de plus de personnes qui sont vers l'éveil des besoins, des émotions, ce sera plus facile de désactiver la fonction caprice. Et je suis là, vous savez où me trouver, si vous voulez aller sur ce sens-là. Donc ces prises de conscience personnelles vont vous permettre d'avoir un autre regard sur l'action de l'enfant avant de pouvoir changer votre manière de vous exprimer, de présenter les objets, les lieux, et aussi de présenter, quand le comportement a quand même lieu, dû à la maturité de son cerveau, comment résoudre ce comportement, comment réparer, comment
punir, mais on verra que le mot punir n'est pas adapté, comme le mot caprice, et on verra ça dans l'épisode 45. Donc tous ces éléments-là vous permettent d'avancer un petit peu sur la notion de caprice. Lui aussi, quand il va voir vos réactions, il va pouvoir ajuster son comportement, à la fois pour vous faire plaisir parce qu'il a son besoin de relation à nourrir, et à la fois parce qu'il a un besoin d'expansion et de croissance. Il se dit, pour grandir, alors, on va faire plutôt comme ça. On va arrêter de se rouler par terre quand on veut quelque chose. Normalement, quand on est adulte, ça nous a un peu passé. Ça nous a passé parce qu'on a vu qu'il y avait d'autres moyens sur notre éventail de stratégies. Mais la maturité d'un enfant de 2 ans n'est pas capable de faire ça encore. Lui, sur son éventail de stratégies, il n'y a peut-être que 2 lamelles. Alors que sur notre éventail de stratégies à nous, pour chaque besoin, on a peut-être 42 lamelles différentes, 42 moyens de nourrir ce besoin. Donc on en reparlera dans le carrousel spécialisé sur l'outil de l'éventail de stratégie, mais je pense que vous devinez déjà à quel point notre vision, nous, de notre vie adulte est différente de l'éventail des moyens à sa disposition quand il a 2 ans. À 2 ans, parfois, il ne croit que comme possibilité de crier, de pleurer, de taper. Sur son éventail de stratégie, à son âge de maturité, pour l'instant, il ne voit que ça. Et c'est nous, en l'aidant à ajuster, en lui proposant d'autres solutions, en lui montrant comment nous on agit quand on est frustré, comment nous on agit quand on a peur, comment nous on agit avec nos flammes d'émotions, qu'il pourra enrichir son propre éventail de stratégie à lui. Et ça se fait sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Posez ce premier pas aujourd'hui, de monter juste en haut du phare et d'observer d'abord votre cheminée des émotions à vous, votre arc-en-ciel de besoins à vous avec ce qui clignote ou pas, pour ensuite passer de l'autre côté, vers l'enfant. Qu'est-ce qu'il y a dans sa cheminée à lui? Quelle émotion le porte à ce moment-là de la journée? Quel est le besoin sur son arc-en-ciel qu'il cherchait à nourrir maladroitement? Et quand vous avez fait ces 4 actions, vous verrez que son éventail de stratégie, avec sa petite maturité, n'est peut-être pas assez fourni et qu'on va plutôt travailler à ça, à lui donner d'autres moyens de nourrir lui-même ses émotions et d'apaiser lui-même ses flammes dans sa cheminée, et qu'en ce sens-là, on fera exactement notre travail d'accompagnant, d'éducateur ou de parent en le rendant autonome de ces outils-là, en le rendant autonome de ces process qui, pour nous-mêmes, ne sont pas toujours accessibles. Et c'est pour ça que j'aime dire que j'accompagne autant les mamans et dans le podcast les parents en général que les enfants, parce que comme on est au plus près des enfants, c'est d'abord par nous que ça va passer. Quand nous, on arrivera à coordonner notre arc-en-ciel de besoins, notre cheminée des émotions et à se créer des tequiles pour nous, on arrivera à transmettre à nos enfants et nos élèves comment faire eux pour nourrir leurs besoins d'arc-en-ciel, comment faire eux pour apaiser leur flamme de cheminée des émotions et comment faire eux pour créer des tequiles avec eux-mêmes, avec leurs amis, avec leurs partenaires, avec leurs propres enfants dans la prochaine génération. Bien sûr, je vais toujours aussi loin, vous commencez à me connaître si vous avez l'habitude. Et pour les nouveaux, bienvenue dans mon monde un peu utopique, idéaliste, avec quelques espoirs encore de changer les choses, malgré ce que j'ai vu et vécu en REP+, j'y crois encore et heureusement. Donc rejoignez-moi dans ce monde encore d'espoir. Sur les autres moyens, quand on va lui donner d'autres possibilités sur son éventail, quand on va lui donner d'autres codes et informations sur la compréhension du monde, sur les enjeux, aussi sur les conséquences, sur les stratégies possibles, c'est la répétition, c'est la pratique. Dans le tout premier épisode de podcast, je vous disais que c'est pas de comprendre qui est intéressant, c'est de pratiquer. Et nos enfants sont comme nous. Plus ils vont pratiquer cet outil, plus ils vont le comprendre et le pratiquer, et plus ce sera fluide, et moins il y aura de distance entre le comportement attendu de l'enfant et la réaction enflammée du parent. Donc vous avez maintenant une grande partie des pourquoi on trouve que c'est un caprice et une grande partie des moyens à mettre en place pour désactiver la fonction caprice dans notre vision de l'enfant, dans notre vision de notre journée, de notre année ou de l'éducation qu'on a reçue. Ça peut être parfois assez souffrant de se dire
Mais moi, on me disait que je faisais des caprices, mais quand j'entends Séverine avec son outil, je me dis mais en fait je faisais pas du tout un caprice. C'est juste que l'adulte a cru que c'était un caprice, alors que moi j'essayais juste maladroitement de nourrir un de mes besoins ou d'apaiser une de mes flammes. Et je compatis complètement si vous avez à ce moment-là de l'épisode l'impression que vous-même vous avez été requalifié comme capricieux ou capricieuse quand vous étiez enfant. C'est normal, c'est une étape difficile à passer. C'est un autre outil qui s'appelle le bocal à deuil. Ça veut dire que vous avez cette braise-là à recomprendre, à reformuler, à apaiser. Je ne vais pas dire à pardonner parce que je ne crois pas que ce soit facile, mais en tout cas on va commencer à l'apprivoiser, de vous dire, bien souvent, le mot caprice a été transmis par l'éducation, soit l'éducation en famille ou l'éducation à l'école, ou le club de sport, ou les colos et tout ça, mais on vous a peut-être étiqueté aussi comme faisant des caprices, alors que vous-même, avec tout ce que je vous ai dit dans l'épisode, n'étiez que maladroitement, avec votre âge du moment, en train d'expérimenter et en train de tenter de nourrir vos propres besoins et d'apaiser vos propres flammes. Donc je vous envoie beaucoup d'amour si c'est quelque chose que vous traversez en écoutant cet épisode. C'est plus facile de soigner d'abord nos propres braises pour changer de comportement avec nos enfants. Nos enfants ne sont qu'une partie du miroir des braises de notre cheminée. Je vais le redire parce que ça me paraît important. Les comportements de nos enfants sont un support de déclencheur seulement. Le déclencheur renvoie à une braise qui est déjà là. C'est parce qu'on a encore ces braises-là qu'on a du mal à ne pas le qualifier de caprice. C'est parce qu'on a ces braises-là dans notre cheminée qu'on a du mal à voir que le comportement de notre enfant n'est pas pour nous nuire, n'est pas une intention méchante, malsaine, provocatrice, il me cherche. Donc, on va d'abord travailler sur cette braise avant de pouvoir se dire « je suis complètement libérée de la vision que mon enfant me cherche ». Donc, une fois de plus, n'hésitez pas à me dire en message si c'est trop facile à comprendre ou trop difficile à comprendre. J'ai du mal à me rendre compte puisque c'est des outils que je pratique depuis 5 ans maintenant. Donc, j'aimerais les transmettre de façon la plus explicite et lisible possible. Donc, si c'est facile à comprendre, je veux bien vos retours. Et si c'est difficile à comprendre, je veux bien aussi vos retours pour adapter, moduler et faire justement ces liens entre les bases de données qui, pour moi, me paraissent claires et qui, pour certains publics et certaines mamans ou certaines familles, sont plus difficiles pour l'instant sur le « ça va venir », mais pour l'instant, ma façon de le formuler n'est pas encore peut-être très claire. Donc j'attends tous vos retours avec grande joie. Ne vous inquiétez pas, j'accueillerai ça avec information, sans le prendre mal, sans le prendre personnellement. Avant de finir, je vais quand même vous redonner cette petite notion que on aura beau avoir compris que c'est une braise en nous, qu'on projette ça sur notre enfant, que c'est en cours de guérison, d'apaisement. Pendant ce temps-là, on reste le rôle modèle de notre enfant, on reste une puissance d'identification pour lui, et on peut lui permettre, pendant qu'on fait ce chemin en parallèle intérieurement, seul ou accompagné, de rester quand même un modèle référent et de montrer ce qu'on attend en fait comme comportement, de continuer à incarner ce qu'on voudrait voir plus tard chez lui. Donc on est dans ce balancier du temps entre ce que je montre maintenant de moi, de ce que je suis en train de comprendre, ça lui sert à lui de pilier, d'identification, de résilience, d'évolution. Peut-être qu'il fera différemment justement parce que moi j'aurais apaisé mes braises. Et c'est difficile avec le premier enfant. J'ai beaucoup galéré avec ma première fille sur ces points-là, mais ça m'a fait tellement grandir que je vois à quel point c'est plus rapide pour moi avec ma deuxième fille. Donc si c'est des notions qui vous intéressent, vraiment n'hésitez pas à me poser des questions en DM. Le parcours dont je vous parle, donnez-moi aussi votre mail si vous voulez avoir toutes les infos très précisément. Mais c'est un chemin qui va peut-être gratter, qui va peut-être raviver des souvenirs, des flammes qu'on n'avait pas vues venir. Donc on prendra le temps qu'il faudra. Le but, c'est quand même d'être apaisé dans nos flammes, de mieux comprendre comment nourrir nos besoins à nous, pour pouvoir ensuite le transmettre à nos petits loups
et leur dire, toi aussi, tu peux apaiser tes flammes, toi aussi, tu peux nourrir tes besoins, et toi aussi, tu peux te créer vraiment les temps de qualité qui sont sur mesure à toi. Si c'est la première fois que vous m'écoutez, les tequils, c'est donc des temps de qualité qui sont une activité horizontale, individuelle, légère et dans l'être présent, dans la pleine présence à ce qu'on fait. C'est l'épisode 8, si vous voulez aller voir de quoi il s'agit. Et il y a aussi des carousels sur Instagram où j'explique un petit peu les 3 premiers outils que j'ai créés pendant ces 5 ans en dispositif des moins de 3 ans au contact des familles. Voilà, j'ai donné beaucoup d'informations, j'ai toujours envie de faire des épisodes de moins de 20 minutes, mais voilà, vous constatez comme moi que je ne sais pas le faire encore. Je me laisse une chance d'y arriver en 2022. Et puis, je suis tellement passionnée par cette façon de l'expliquer que parfois je me dis que c'est moins grave de faire un épisode plus long plutôt que d'aller au plus rapide et d'être peut-être moins clair dans le choix des mots ou dans le choix des exemples qui, je pense, illustrent ce qu'on vit au quotidien avec les colères de nos enfants, qu'on vit au quotidien en classe. Je salue les enseignants aussi qui essayent de faire ces retours-là dans leur collectivité. Je fais un grand coucou notamment à Nedra qui m'a envoyé un message sur Instagram fabuleux. Elle m'a dit « J'ai tellement aimé tes outils que j'ai fait un mind mapping pour la crèche où je travaille, pour en parler en équipe et pour qu'on puisse voir à chaque moment où il y a un petit couac, où il y a un enfant, de se référer à ça comme base de réflexion collective en équipe. » Et j'ai été super touchée par son message et je me dis que c'est exactement ce que j'ai envie de donner en fait. De donner des clés aux équipes qui veulent faire autrement, en école, en crèche, en collectivité, les asthmates aussi, il y en a quelques-unes qui me suivent. Je vous dis merci pour vos retours. Je suis vraiment très touchée que ça vous parle autant, l'arc-en-ciel des besoins, que ça vous parle autant, la cheminée des émotions, le Teki, l'éventail de stratégies et tous ceux qui vont venir. Vous m'entendez parler de temps en temps du nouvel outil qui sortira. Pour moi, il est clair dans ma tête, mais le temps que je le reformule, il va encore maturer un petit peu pour que ce soit plus explicite pour vous. En tout cas, les notions sont lancées. Si vous voulez en savoir plus, vous savez où me trouver. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'ai aussi l'intention de travailler à la newsletter des Petits Plus Zen pour vous donner justement un focus sur un besoin. Donc ce sera tous les 10 jours environ. Un focus sur un besoin, un petit focus sur une émotion aussi, peut-être une stratégie pour nourrir tel besoin, et puis une proposition de tequil, de vous donner par la newsletter à l'écrit peut-être d'autres angles de vue que le podcast. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse de recevoir cette newsletter, envoyez-moi un petit message sur Facebook ou Instagram. Je vous remercie encore une fois pour tous vos soutiens, vos partages. Une petite étoile sur Apple Podcast ou sur Spotify renforcerait la visibilité, un petit avis aussi. Donc si vous avez 1 minute à consacrer à ce projet, n'hésitez pas à me soutenir aussi sur les plateformes de podcast. Je vous souhaite une très très bonne semaine et on se retrouve très vite pour d'autres angles de réflexion. À bientôt, au revoir. Je vous embrasse bien fort, j'espère que cet épisode vous a été utile, j'espère que vous avez trouvé des pistes intéressantes. Je serais curieuse de savoir laquelle a résonné le plus pour vous, laquelle vous a donné envie de passer à l'action peut-être, pour aller encore plus loin sur ces questions, pour vraiment trouver ce qui nourrit tes besoins à toi et tes émotions dans ta cheminée des émotions à toi. Quand tu écoutes cet épisode, tu peux participer et candidater pour acheter le programme en ligne. J'ai hâte de t'accompagner à apaiser tes émotions et à retrouver de la joie et de la sérénité en famille. Tu trouveras tous les éléments pour t'inscrire dans la bio ou alors sur Instagram et Facebook. Très bonne semaine, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.